d'être venu. Oui, c'est à préciser aussi, c'est enregistré. On en a parlé ensemble, vous l'avez accepté. Je dépose cette rencontre de ce soir sur un blog qui s'appelle En manque d'église, et j'en parlais tout à l'heure à madame. Alors pourquoi j'en parle très précisément aujourd'hui, dès le départ, c'est parce que une émission, une série d'émissions qui s'appelle Lueur, je crois. Oui, les lueurs. Les lueurs. Les Lueurs. Donc, il y a un témoignage d'un homme de 30 ans, de jeune homme de 30 ans, qui raconte tout son vécu dans le sujet que nous avons, que nous allons développer. Je ne relis pas le fascicule, vous l'avez? Si vous l'avez chez vous, vous l'avez distribué, vous pouvez le récupérer, il est ici. Mais si je ne m'arrête ici, c'est pour vous laisser tout de suite, tout de suite la parole. Euh, je me sens un petit peu responsable parce que j'ai un peu mauvaise conscience, comme si je vais forcer un peu la présence. On se connaît depuis 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et on a travaillé ensemble, je veux dire, à deux niveaux très différents, avec les dimanches retraite, récollection au Prado, 3 dimanches par an, et localement sur le quartier, nous habitons le même quartier qui c'est Saint-Maurice. Tout à l'heure avec Guy, on parlait du synode, et quand on parle de synode ou synodalité et de concile, aujourd'hui, le nom qui vient, c'est Christophe Théobald. Et sur mon blog, je pense, si Guy me donne le lien, je mettrai également l'enregistrement qui a été fait. Nous avons créé un petit groupe sur, en tant que chrétiens, construisons le futur de l'humanité et de l'Église et de la mise à la suite de l'Évangile. Donc Christophe Théobald, le problème du lien avec la maladie, voilà ce qui nous réunit. Et l'attachement à Antoine Chevrier, dans le sens, vous avez l'affiche, hein, l'Évangile regarde le monde. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, la spécificité de nos rencontres au Prado, c'est plus un regard avec l'Évangile sur ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Quand on s'adresse à un public de paroisse, c'est peut-être, je dis peut-être et je souligne, davantage un souci propre à la vie paroissiale, à la vie communautaire, hein, à savoir les mariages, les baptêmes, l'accueil des gens. Là, on est plus en regard au nom de notre attachement au Christ sur ce qui se passe. Et je pense que le sujet que l'on développe maintenant, c'est exactement cela. À la suite de notre évangile, comment vivons-nous une situation, on peut dire, particulière, et je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Monique et Jean-Marc, nous sommes retraités. Donc personnellement, j'ai une formation ingénieur et j'ai fait une quinzaine d'années en tant qu'ingénieur et ensuite autour de 25 ans en tant qu'enseignant en lycée professionnel et technologique. Voilà, Monique. Alors, on est mariés, ça va faire 44 ans. Et moi-même, j'ai été enseignante toute ma vie. Voilà. Et on est originaire de la Haute-Loire, on a vécu à Vienne, dans l'Isère, on est parti dans le Nord et on est revenu à Lyon. Voilà. Je crois que les 10 premières années de notre vie commune, on a déménagé 19 fois. Oui. Maintenant, on s'est calmé. Voilà. Donc, nous sommes parents d'un adulte fils unique, âgé de 32 ans, malade psychique depuis l'âge de 15 ans. Première hospitalisation en troisième. Il en est ressorti avec un traitement lourd et efficace pendant plus de 10 ans.
Il a obtenu son brevet, son bac et un BTS en bureau d'études. Jusqu'à ses 20 ans, il était il avait un côté un peu décalé, avec quelques copains, une vie presque normale. L'entrée au travail s'est révélée problématique. Il a déposé un dossier MDPH MDPH. Pour être reconnu. pour être reconnu dans le handicap. Il a été reconnu dans le handicap. Pendant des années, il a eu des emplois par épisode avec des employeurs et des collègues pas toujours respectueux, sans bienveillance. Il était traité comme tout le monde. Peu à peu, il a perdu ses copains, y compris le meilleur avec lequel il faisait beaucoup de musique. Il s'est replié sur lui-même, il se sait différent, il reste dans le déni. Il vit mal d'être dépendant et paradoxalement, il passe beaucoup de temps avec nous. Donc, Alors, juste avant la Covid, il a eu une période de travail très chouette chez Total, mais trop fatigante pour lui. En fait, parce que travaillant à plein temps, ça lui convenait pas, c'était vraiment trop fatigant. Ceci pour faire ressortir la fragilité qu'il atteint dans sa pathologie. Donc cet automne-là, en 2019, nous avons alerté plusieurs fois le psychiatre, mail, téléphone, et puis même présence, sur son état très préoccupant, mais nos signaux d'alarme n'ont pas été pris en compte. Et début 2020, donc le Covid c'était en mars, hein, donc janvier, février, il a fait une très forte décompensation avec un séjour en HP, enfin un hôpital psychiatrique, pendant 6 semaines. Il y avait déjà été lors de ses 15 ans. Hein. Il a vécu le confinement chez nous, parce qu'ils l'ont laissé sortir, il fallait fermer des lits. Et période très éprouvante pour lui, pour nous, car il était vraiment très mal en point. Il est revenu avec un traitement encore plus lourd qu'il a à ce jour encore. Il a su un vrai tsunami. Et si vous vous souvenez, pour le handicap, à l'époque, c'était Olivier Véran qui tout de suite avait donné des permissions spéciales pour les gens dans le handicap. C'est-à-dire, on n'avait pas de limite, ni d'heure, ni de lieu. Et ça, heureusement, hein, parce que... on en a bien profité. Oui, oui. La marche était le seul moment où il arrivait, où il pouvait penser à autre chose et travailler, enfin, s'occuper. Là, je vais Oui. peut-être vous en parlerai plus tard, mais je suis étonné que la musique ne soit mais pas présentée. Vous allez en parler tout à l'heure. Donc, par la suite, l'association l'ADAPT, insertion par le travail, l'a pris en main et depuis avril 22, il travaille. Ah, ben ça y est. Il travaille à mi-temps. Oui, il y a une petite perturbation à cause de la vidéo. Quelqu'un qui n'arrive pas à éteindre son micro. Je rappelle de bien couper les micros, ceux qui sont à l'extérieur, parce que vous savez que l'on est dans une salle qui se trouve aux 5 rue Père-Chevrier, à Lyon, et que avec le système Zoom, ne me demandez pas ce que veut dire Zoom. Bref, il y a des gens qui sont devant leur ordinateur chez eux. 19 à l'extérieur. Alors, les 19 qui sont à l'extérieur, bonsoir, de nouveau, merci d'être présents et merci de bien couper votre micro et de réallumer quand vous prendrez, nous espérons que vous prendrez la parole. Voilà. Donc, je disais, par la suite, l'association l'ADAPT, insertion par le travail, l'a pris en main et depuis avril 2022, il travaille à mi-temps. Ça lui convient et on sait qu'il donne satisfaction. On est en rapport avec l'entreprise indirectement et on sait qu'il est content et que l'entreprise est contente. Il a étudié donc auparavant le violon au conservatoire pendant 8 ans. Actuellement, il appartient à un orchestre de bon niveau, un orchestre étudiant de bon niveau.
Et lors des concerts, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous le voyons musicien parmi les autres, maîtrisant parfaitement son art. Sa maladie a toujours été une épreuve et ça le reste. Néanmoins, c'est notre fils et on essaye de faire face comme on a pu. Voilà, on était franchement, moi je me sentais pas équipée pour faire face à une maladie comme ça, hein. Enseignante, je redoutais toujours d'avoir des enfants qui aient des problèmes de cet ordre-là. Et voilà, j'ai eu un fils. Donc, sa maladie et notre rôle de parents aidants. Dès le départ, on a pris contact avec l'UNAFAM, qui est une association qui nous a beaucoup aidés d'aide aux familles et aux amis d'enfants en détresse psychique. Et on en a pris les propositions très aidantes. On a fait un atelier qui s'appelle Prospect chez eux. Chaque fois un atelier, enfin c'est différent chaque fois, mais ça consiste à être une dizaine de personnes ayant un proche malade psychique. Et là, on pouvait partager des ressentis confidentiels pleins de douleur. On vivait tous une situation qui nous dépassait et on s'est rendu compte qu'on était nombreux avec les mêmes problèmes, les mêmes angoisses, une vie bousculée, très perturbée. Il faut savoir que la vie quotidienne en période de crise accroît l'épreuve et que c'est vraiment difficile à vivre, quoi. On dit souvent avec Jean-Marc qu'il faut être ses parents, et ça on le ressent avec les autres parents, pour supporter ce qu'on vit dans ces moments-là. Violence verbale, délire, hallucination, reproche, enfin, il n'est plus dans sa tête, quoi. Jusqu'à sa dernière hospitalisation, donc il avait 25 ans, notre fils était un doux, gentil, toujours content, heureux de vivre. Et il est ressorti de là très différent, écrasé par la maladie, l'isolement social, avec un émoussement des sentiments, au point que des fois on disait c'est pas possible, ça va endommager le lien affectif qu'on a avec lui. Et on a compris que faire le lien entre la découverte de son état, pour lui, l'image dévalorisée que ça lui renvoyait, c'était très désarçonnant, d'où ces accès de violence et la violence qu'il nous infligeait à nous, on restait ses seuls punching balls. Et là, notre solitude était à son comble. On ne s'est pas senti soutenu par les soignants. Là, il faut savoir, les soignants s'occupent d'une maladie et nous, on s'occupe de notre enfant. On n'est pas au même niveau, hein. Il y a du viscéral d'un côté et du biologique de l'autre. À l'issue de cet atelier Prospect, On nous a proposé des formations au Vinatier. Donc, les premiers, c'était par l'UNAFAM. Ensuite, c'était réellement par des psychologues et des psychiatres au non, Vinatier. les Oui, infirmiers. ou des infirmiers. D'abord, nous avons fait le cycle Léo, donc 8 séances de 4 heures, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Là, on a approfondi la maladie ainsi que la manière de se comporter avec le proche malade. Beaucoup de lâcher-prise, d'acceptation. On refait le film, mais différemment. Comportement ajusté, découverte des limites, des barrages psychiques propres à la maladie. Ces logiciels, ils sont pas pareils, ils sont pas les nôtres. Par exemple, euh, lorsqu'on repense, on se dit, on a été on a voulu, par exemple, qu'il range son appartement, etc. On lui disait, range ton appartement. Mais ça, c'est impossible pour lui. C'est impossible. Il faut lui dire, mets tes chaussures là, ça, enfin, précisément. Lorsqu'on lui donne tout un flux de consignes, c'est impossible à réaliser. De la même manière aussi, lorsqu'on lui dit dépêche-toi, c'est impossible pour lui. Même pour traverser une rue, on voit qu'il y a des voitures, dépêche-toi. Il continue à son rythme, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples. Bah, tous les jours, il y a des Oui. exemples, hein.
Voilà, ils ont un fonctionnement psychique qui est pas du tout. Ils sont dans un monde qui n'est pas le nôtre et avec le cerveau qui fonctionne pas comme nous, qui s'égare, qui. Oui, là, les consignes, on avait des exigences. Après coup, on s'est dit, on était complètement à côté de la plaque, hein. Un jour, je me souviens, on s'était invité chez lui. On le fait plus, ça, hein. Et puis, on lui avait dit, Jean-Marc avait pas beaucoup de temps, il fallait que ce soit prêt quand on arrive. Enfin, je lui avais tout apporté et il n'y avait plus qu'à réchauffer. Bon, on est arrivé, mais il n'y avait rien qui correspondait. Et puis, on lui a fait la remarque. On dit, mais enfin, tu sais bien que papa est pressé. Ah non, mais ça l'avait pas appliqué, quoi. Faut pas attendre. Faut pas attendre qu'il s'adapte à ce qu'on. Enfin, c'est pas du tout le même fonctionnement que quelqu'un qui n'a pas de problème, quoi. Donc, par la suite, nous avons fait un autre cycle ovinatier, le cycle pro-famille. Alors là, c'était encore plus gros, 14 séances de 4 à 5 heures. Donc, ça a duré 2 ans et de temps en temps, on se revoit, on se retrouve, donc la dizaine de personnes de temps en temps. Donc, nous avons terminé il y a un mois. Là encore, nous avons affiné nos savoir-faire, nos savoir-être face à la maladie. Quelques clés nous ont été données pour essayer d'utiliser, enfin, de comprendre mieux cette maladie. Donc, dans chacune de ces formations, nous avons tissé des liens avec certains, nous échangeons de temps en temps. Et ici, nous tenons à préciser qu'il est capital de garder des liens avec des amis non pas hors la pathologie. Donc des gens qui n'ont rien à voir Qui ont des qui enfants, ont des enfants normaux. voilà, Euh, sans pathologie. Et dans un autre cadre, on appartient de manière plus permanente, on est rattaché à l'OCH. Il y en a peut-être qui connaissent, donc l'Office chrétien des personnes handicapées, qui appartient, je crois, qui relève de la pastorale de la santé. Voilà. Nous nous retrouvons environ 2 fois par trimestre pour discuter de notre vie d'aidant et la voir au regard de l'Évangile. Nous sommes 3 couples, enfin on est une petite équipe, et chacun de ces couples a un enfant schizophrène. Nos rencontres sont très fraternelles et dans la durée, des liens d'amitié se sont créés. Et on est vraiment heureux quand on se rencontre. Enfin, dans nos amis de jeunesse, et avant que les uns et les autres soient parents, nous avons 2 couples avec un enfant schizophrène. Je ne vous cache pas que quand on se rencontre, on se comprend sans mettre des mots souvent. Pour dire qu'il y a quand même, c'est une pathologie qui est, on ne le dit pas, mais qui est quand même assez répandue. Je crois que c'est 1 sur 100 dans la population, qui est énorme. Alors, nous constatons que chaque aidant a une manière particulière d'accompagner son proche, en fonction de la maladie, de l'autonomie et de l'histoire de chacun, de sa propre histoire d'aidant. Alors, dans notre cas, nous avons acheté un petit appartement à notre fils. Il y vit par intermittence depuis 2016, avec des périodes où il n'y a pas mis les pieds. Par petites touches, nous essayons de développer son autonomie. Avec humour, on a envie de vous dire qu'aujourd'hui, il est autonome parce qu'on est derrière lui. Ménage, courses, papier. Voilà, ça fait bonne figure, mais c'est nous qui sommes derrière. Nous sommes ses curateurs officiels. Tout lui demande beaucoup de temps, d'efforts. Alors, il aime être seul, mais le plus possible chez nous. Il préfère être chez nous que chez lui. Ce qui est, bon, à la longue, est des fois problématique. Depuis plus d'1 an, même plutôt 2, on insiste pour qu'il prenne le repas de midi chez lui, sauf le dimanche. Tous les soirs, il mange avec nous et il dort chez lui 2 à 3 nuits par semaine.
Parce que lorsqu'il travaille le matin, ben, il faut qu'il soit à l'heure, qu'il ait pris ses cachets, parce que bon, le traitement, c'est quand même quelque chose qu'il faut gérer. Dans ce qu'on exige de lui, on essaie d'être ferme, mais en même temps, on sait être souple selon son état. Enfin, on n'est pas, on navigue à vue, comment on dit. Globalement, pour vous montrer, pour avoir une image, on marche sur des œufs tout le temps pour éviter le conflit ou pour l'éteindre. Parce que, voilà. Si on dit une phrase qui lui plaît pas, à ce moment-là, ça monte très vite et à ce moment-là, pour éteindre le feu, c'est problématique. Alors bon, avec le temps et avec les médicaments, il arrive à se contrôler et au bout d'un moment, il dit, ah ben, enfin, il sent qu'il est allé trop loin, mais Non, il faut faire attention. et puis nous, Et puis, voilà, on change de sujet, on passe à tout à fait autre chose et on n'insiste pas, hein. Parce que parfois, il y a des amis bien intentionnés qui nous disent, mais comment ça? Pourquoi vous vous laissez parler comme ça? Mais voilà, sous-entendu, vous n'êtes pas assez ferme. vous n'êtes pas assez ferme. Non, non, c'est pas. On fait. Voilà. Retraités tous les deux, il est évident qu'on n'a pas la retraite qu'on avait rêvée, dont on avait rêvé. Nous n'osons jamais le laisser seul. Donc, on a parlé des cachets, les angoisses, sa propre inquiétude. L'an dernier, un ami nous a proposé son aide et nous sommes partis 3 jours rassurés avec bonheur. Parce que la plupart du temps, on est parti, par exemple, ce week-end, on l'a emmené avec nous. Donc, des aides et des soutiens efficaces existent. Donc, l'ADAPT dont on a parlé, la MAC, c'est l'aide à la vie quotidienne. Les rapports avec la psychiatrie sont très tendus. Peu ou pas de coopération avec la famille sous prétexte de soigner un adulte. Donc, avec les mineurs, on peut discuter donc avec le psychiatre. En tant que majeur, euh, le psychiatre discute avec le patient et nous, on n'a rien à dire, bien qu'on soit et ses parents et ses curateurs. Le psy de notre fils est seulement un prescripteur et nous en souffrons beaucoup. Il refuse de parler avec nous. Et quand j'entends Jean-Marc dire ça, je me souviens, jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, chaque fois qu'il voyait le psychiatre, on était invité à le rencontrer après. Et alors après, à 18 ans, pile poil, il est passé dans un autre service. Et nous, on attendait d'être contactés par le psychiatre. Alors, comme on ne l'était pas, j'ai téléphoné au référent de l'hôpital. Il m'a dit, ah non, non, mais c'est normal, hein, maintenant, il est adulte. Donc, vous n'aurez plus de... Bon, très bien. Et le psychiatre qui le suit actuellement, un jour, enfin, bon, en plus, on n'est pas, je trouve qu'on n'est pas des parents qui s'imposent et qui, on lui a quand même demandé gentiment, est-ce qu'on pourrait se voir à trois, c'est-à-dire mon mari, moi et lui, pour parler de l'après-nous, parce qu'il faut quand même, non, 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 moi je refuse de vous recevoir sans votre fils. Bon. Alors qu'il y a quand même des sujets qu'on ne peut pas trop aborder avec notre fils, enfin, en tout cas directement sans les avoir préparés. Donc, ça en est là, ça fait 4 ans on l'a pas vu. Alors, au niveau de la psychiatrie, on a quand même rencontré des grands pontes de la psychiatrie et des psychiatres qui sont très ouverts. Nouvelle école. La nouvelle école, oui, et qui nous ont dit qu'ils discutaient avec les aidants, avec les patients au niveau de la thérapie, au niveau des médicaments. C'est pas le cas du nôtre. Et pourtant, ils se connaissent tous. Non, mais c'est la même, Oui, oui. c'est une génération plus jeune. Par exemple, ça, on le dit parce que c'est gros, c'est par erreur sur un courrier qui était adressé à notre fils, un courrier de la NPH, et qu'il nous a remis parce que, bon, il ne comprenait rien.
Il nous a remis le courrier, c'était un courrier épais. Ben, bon, on a sorti, il l'avait ouvert, mais il ne l'avait pas lu. Comme c'était épais, on a ouvert. Et avec Jean-Marc, on a vu. C'est là qu'on a appris le nom de sa pathologie, parce que bon, il est schizophrène, mais jamais personne ne nous l'avait dit. Enfin, ne nous l'avait dit. Nous, on disait, oui, il a des troubles psychiques. Il avait fait des crises, mais Voilà, on parlait de bouffées délirantes. Mais bon, jamais personne. Alors, parce que les médicaments qu'ils prennent, hein, vous savez, ça traite plusieurs pathologies, hein. Donc là, il avait 27 ans et on l'a appris comme ça, mais je me souviens, c'était d'une violence. C'était très, très dur Et là, oui, on a fait le forcing, on s'est pointés tous les deux chez le psychiatre. Et enfin, moi, j'ai dit, je ne sortirai pas tant qu'on n'a pas vu le psychiatre. Donc, la secrétaire a fini par aller le chercher. Il nous a reçus et on lui a montré le courrier. Il a commencé à nous dire, oui, c'est un courrier pour votre fils. Il a dit, non, non, mais la question n'est pas là. Regardez ce qu'on apprend. Alors, je précise, ce n'était pas le psychiatre qui l'avait détecté, hein. C'est pas lui qui aurait dû nous le dire. Alors, il a reconnu, hein, que oui, c'était pas bien, mais il dit, mais non, mais enfin, il a défendu le collègue en disant, ben non, il était adulte, hein. Donc, oui, puis qu'est-ce que ça changeait? qu'est-ce que ça a changé, voilà. Oui, je crois même il y en a un infirmier qui m'a dit, oui, mais madame, vous n'êtes pas naïve, vous voyez bien les médicaments qu'il prenait. Je dis, ben non, ben, chacun son métier. Oui, je voyais bien les médicaments qu'il prenait, mais ça traite ça, 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 bon, voilà. Donc, c'est quand même, ça reste très dur. Donc, tout ce qu'on a mis en place pour notre fils, nous l'avons glané ici et là. Et toutes ces démarches ont été très énergivores. Je me souviens, je travaillais encore à l'époque. J'ai souvenir de périodes où j'appréhendais d'avoir à téléphoner tant j'étais usée d'être baladée d'un service à l'autre. Souvent, nous nous sommes sentis seuls avec nos questions, démunis, stressés. Nous avons là connu des périodes de grand désarroi parce qu'on ne voyait pas d'issue et qu'on se sentait laissés à nous-mêmes, quoi. La famille et des amis ont parfois pris leur distance, par peur, par impuissance, alors qu'on peut vous dire qu'il suffit d'être là et d'accepter notre fils sans jugement. Même avec l'épreuve, on s'efforce de garder le goût de vivre pour lui et pour nous. Ce parcours long, douloureux de parents d'un enfant malade psychique, nous ne l'avons pas choisi et nous le souhaitons à personne. Néanmoins, c'est notre parcours. Il nous a fait grandir en humanité, en humilité et en gratuité. Il nous a appris à aimer sans retour, sans rien attendre, un peu à l'image du Seigneur qui est là, fidèle, quoi qu'il se passe, sans perspective, sans qu'un des parents lambda peut vivre avec son enfant. Malgré la difficulté, la dureté, le lien reste de manière inconditionnelle. La communication passe par ces petits bonheurs à lui qui deviennent les nôtres. Il se passionne pour la musique classique, pour ses concerts. Il parle de son travail avec enthousiasme. Il s'y sent valorisé et reconnu. Il vit dans le présent. Anticiper le panique. Nous nous sommes adaptés à ce qu'il est devenu. Nous l'aimons tel qu'il est. Et en dépit de l'âpreté du chemin, nous sommes fiers de lui, de sa façon d'être debout, d'avancer. Alors aujourd'hui, ben, notre souci, c'est l'après-nous. On n'est pas éternel et, euh, et on ne sait pas comment. Et enfin, c'est pas un détail, mais quand on a préparé ce travail avec Jean-Marc, j'ai même téléphoné à Michel. Moi, j'étais un peu gênée. Je me disais, on va parler de lui quand même dans son dos. Il faut qu'il le sache. On parle de notre fils. Alors, et puis l'un par un aussi à Lille, on lui en a parlé. Et bon, on nous a dit, oh ben, dites-lui. Bon, alors toi, un jour, tu lui as Oui, dit. Michel nous a demandé un témoignage de parents aidants. donc Il a rien dit. il a rien dit, il a écouté, il a dit oui, oui, ben je comprends, puis c'est tout. Et Et donc, puis un soir à table, je lui dis, tu sais, puisque mon mari m'avait dit que lui en avait parlé,
Je lui dis, bah, tu sais, pour terminer notre témoignage, on dit qu'on est fiers de toi. Ouh là là, que n'avais-je pas dit? Il s'est mis en colère. Ah non, mais je veux pas qu'on parle de moi. Ben, ça le contrariait. Alors, je dis, mais oui, s'il y a des gens qui me reconnaissent, qui... Je dis, mais non, mais on ne dit jamais ton nom, on parle de notre fils, c'est tout. Il n'y a pas ton nom, il n'y a pas ton prénom. Bon, ça s'est calmé, mais on a senti que... Et ce soir, on lui a dit, on va à une réunion. Et on lui a pas... Voilà. Et il a 32 ans, et vous le voyez dans la rue, vous voyez rien, quoi. Il est comme vous et moi, hein. Et C'est un beau garçon. un ami nous disait que sans doute, il, lui dire qu'on était fier de lui, Ça l'agressait, ça le dépassait. ça l'agresse. Il se sent dévalorisé. Il faut surtout pas qu'on le reconnaisse en tant que handicapé. Son enfance, Si. 15 ans. Mhm. Voilà, donc si vous avez des questions. Merci bien de ce témoignage. Ce témoignage qui, je dirais, nous invite d'une certaine façon à l'obligation de la prière, de la méditation, de l'accueil. Et je reprends les dernières phrases. Je vais peut-être un contrepoint. C'est-à-dire que quand je le rencontre, j'ai deux occasions pour le Oui, rencontrer. enfin, Michel le C'est connaît. je le connais bien, on se voit tous les dimanches à l'Eucharistie. Se saluer au départ, se saluer à la fin. Et puis vous m'avez invité plusieurs fois chez vous à table, et je dois dire que je serais, Pas au courant. voilà, incapable Aussi. de dire quoi que ce soit. On a des conversations, il y a le travail, il y a ses loisirs, il y a la musique, et, et je pense pouvoir dire que si je n'avais pas été informé, ben, je n'aurais rien vu, rien décelé. Et là, ça me serait intéressant que l'on réfléchisse un peu sur cette réalité. Est-ce que le fait d'être devant quelqu'un qui, qui voit assez rarement donne un comportement différent? Et je pense maintenant, il faudra avoir le témoignage du lieu de travail. Ça fait combien d'années, combien de mois? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Oui. Et il me semble, sauf si ma mémoire me trahit, mais il me semble que l'un de vous m'a dit qu'il avait été invité au travail pour parler, pour dire Oui. sa situation de travailleur. Ça, c'est pas encore, C'est pas encore réalisé. ça, c'est pas encore réalisé. Est-ce que, voilà ma question, est-ce que à la musique, au travail, au cours d'un repas, et chez vous, avec une conversation, je dirais, ordinaire, est-ce qu'on n'est pas dans une situation qui, alors que nous ne sommes pas du tout professionnels, on va ignorer complètement qu'il peut y avoir un problème? Alors, moi, je répondrai déjà euh, que dans les premières minutes, il apparaît tout à fait normal et il a une conversation à peu près bien, Ajusté. à peu près ajustée. Et au bout mais si on discute un quart d'heure, d'abord, il a du mal à écouter les autres et à répondre. Il est un petit peu dans son monde. Il peut raconter quelque chose qu'il connaît, par exemple son travail. Il peut en parler pendant une demi-heure, mais il n'arrivera pas à répondre aux questions qu'on lui pose. Ça, c'est une chose. Euh, ensuite, bon, qu'est-ce que je sais plus. Oui, ce que dit Michel, nous on a remarqué, d'ailleurs le dimanche on a toujours quelqu'un, enfin, parce que c'est vrai que quand il y a quelqu'un, Quelqu'un d'invité à votre oui, table? ça le contient. C'est-à-dire que il est différent. Tu peux fermer la porte et
et il va être tout à fait différent. Mais Je me rappelle une fois où c'est Hubert qui est morte et enterrée, maintenant était venue, puis je sais plus ce qui s'était passé quand elle est partie. Enfin bon, il avait été d'une violence, alors que Hubert l'avait trouvé bien. Enfin, bon. Yves aussi, tu peux. il arrive à se contenir et à avoir une apparence tout à fait, À donner le change. à donner le change Voilà, comme on dit. pendant un moment avec des personnes qu'on connaît un peu moins bien. Et à partir du moment où il est seul avec ses parents, à ce moment-là, il change d'attitude. Il décharge, quoi. Ouais, il se décharge. Et on pense, pour reprendre ta question, qu'au travail, il essaye d'être Le plus normal le possible. plus normal possible et il fait son travail correctement, je suis sûr. Et donc, C'est même certain, c'est sinon certain, oui, tout à il fait. n'y serait plus. Ah, tout à fait. Et donc, lorsqu'il revient et bon, alors, déjà, il est à mi-temps, donc il peut se reposer du travail qu'il a fait le matin, par exemple. Mais sinon, lorsqu'il travaillait à plein temps, le soir, il était abominable, quoi. C'est le propre de la pathologie, ça. Hein. Oui, oui, oui. Et enfin, dans ma réflexion, je dirais que je souligne la complexité de la situation. C'est, et ça peut être aussi dans la mesure où quelqu'un qui est extérieur ne saisit pas tout, ça peut être l'occasion d'erreur, l'occasion Oui. enfin, d'être situé là où il ne faudrait pas être. On ne va pas vous accabler de questions, Non, hein. non, mais allez-y. Mais ça serait intéressant maintenant que l'on puisse partager. Alors, je m'adresse à ceux qui sont dans la salle à Lyon et également à ceux qui sont à l'extérieur. Si vous parlez de l'extérieur, ben, vous avez réallumé votre micro. Et si, étant dans la salle, il faut prendre le siège que je vous libère. Non, que je n'occupe plus, Oui, que je libère à cette occasion pour oui, qu'on puisse. Oui. Et oui. Euh, je voudrais parler. On va entendre la voix, mais on ne verra pas le visage. Non, c'est Marie-Françoise. Oui, vous m'entendez? Très bien. On entend bien? Voilà. Donc, je suis Marie-Françoise. J'ai également une fille schizophrène. Vous m'entendez? Oui. J'ai une fille schizophrène, maniaco-dépressive, depuis l'âge de, là, j'ai la vie, je me souviens même plus, au moment du bac, quoi, à peu près. Et je m'en étais pas perçue. Il paraît qu'elle avait ça depuis toute petite, mais ça s'est déclenché assez brutalement. Je veux dire, elle s'est repliée sur elle-même. Elle, et puis elle a tenté de mettre fin à ses jours, quoi. Donc c'était. Et puis toute petite, elle mettait sa tête sous l'oreiller, tout ça. Donc je m'en rendais pas compte. Il faut dire aussi que mon couple battait de l'aile, donc je voyais pas plein de choses, je voyais pas. Donc toujours est-il que bon, je vais plus vous parler d'aujourd'hui. Je suis donc divorcée. J'ai 7 enfants. Isabelle, c'est la troisième, ma fille. Et donc actuellement, elle est mariée. Elle vit avec quelqu'un qui est hypochondriaque, c'est-à-dire qui a le même genre de maladie qu'elle. Et ils sont très heureux. Ma fille, elle est très heureuse. Et voilà. Et je veux dire, ils s'aident mutuellement. Il faut dire aussi ce que je vous ai pas dit avant, c'est qu'elle a été suivie dès que la maladie est apparue, que le médecin nous a mis en contact avec les services psychiatriques. Elle a été très bien prise en charge. Et elle a été prise en charge aussi en hôpital de jour.
depuis aujourd'hui. Encore maintenant, elle y va 3 fois par semaine. Et donc, moi, j'ai pas rencontré vos soucis, bah, parce que j'en avais d'autres derrière, quoi. Et, mais que je regrette, mais j'aime bien cette émission parce que ça, ça me réconforte, enfin, quelque part, en disant que moi aussi, j'ai vécu comme vous, ces humeurs, d'autant qu'elle était vraiment très calme. J'allais vers elle, ben, c'était le moment du bac, je me souviens, pour essayer de voir un peu si je pouvais l'aider à réviser. Tout ça, à chaque fois, elle m'envoyait promener. Et je comprenais pas pourquoi. Je disais, bon, elle a pas envie que je l'aide, quoi. Mais voilà, donc j'ai connu un peu ces élans d'humeur que vous avez pu connaître aussi, quoi. Mais je veux dire, maintenant qu'elle a 50 ans, je veux dire, elle est heureuse avec son mari et elle continue à être suivie en hôpital de jour 3 fois par semaine. Également, j'ai essayé de voir la psychiatre qui la suit plusieurs fois, mais depuis qu'elle est majeure, comme vous, je me suis fait mettre sur le côté, quoi. Elle est majeure, on vous parle plus, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, je me retrouve dans votre situation et je vous comprends et voilà ce que je Merci. voulais Ben, dire. merci bien de ce témoignage. Et ça me met une question dans la tête qui est peut-être complètement absurde, mais c'est l'angoisse des médicaments. Est-ce qu'il y a toujours des médicaments? Oh là là, elle en prend une 18, je crois. Elle en prend? 18. Voilà, c'est un peu là où je relis avec la vidéo dont je parlais, où ce Non. jeune homme de 30 ans là dit qu'il a aussi X gélules à prendre par jour. Mais moi, Alors, j'ai pas l'angoisse parce que les infirmiers passent 3 fois par jour, leur mettent à mon gendre et à ma fille dans la main les médicaments. Parce qu'elle, elle les mettait facilement dans la poche, tout ça. Elle les prenait pas, comme elle a été très vite autonome vu la situation de la famille. Donc, 3 fois par jour, ils passent pour lui donner les médicaments dans la main. Et ça se passe très bien et ils conversent ensemble, c'est le moyen de discuter. Et voilà, je vous dis que voilà, donc c'est possible, vous voyez, de vivre en couple et voilà, je voulais porter ce témoignage. Merci. c'est bien et c'est effectivement une invitation à durer. Alors c'est là où moi je reparle de la musique, parce que j'ai une grande admiration quand je vous entends jouer. Parce que Jean-Marc aussi, il joue de la musique. Ils sont deux musiciens, ils jouent pas vraiment ensemble, mais parfois oui. Mais c'est merveilleux. Et de voir, bref, tout un tas de réalités qui sont vraies, qui sont chargées d'espérance et qui doivent être compris avec la médication, avec les traitements. C'est qu'un étranger, comme je suis par rapport à la maladie, bah, j'ai du mal à comprendre. Mais j'entends. On vous le dit, Mais elle fait de la broderie. pas dans les concerts. Moi, chaque fois, ça m'émeut parce que je me dis, mais c'est pas ton fils, c'est pas possible. Puis on sent qu'il est heureux, qu'il est. Parce on a parlé avec son chef d'orchestre qui est au courant, hein, et qui dit, il a tout à fait sa place dans l'orchestre. Et puis il est grand musicien, quoi. Il est. Moi, Isabelle, elle fait de la broderie. Elle brode beaucoup. Elle avait fait voilà, elle brode pour elle, quoi. Et elle avait essayé de faire passer une sorte de petit club, quoi. Il se passait des motifs à broder les uns les autres. Et voilà, ça faisait des échanges. Faire connaître le travail fait. Donc pour la médication, donc il a toujours suivi, enfin pris ses médicaments. Alors nous on fait attention. S'il ne les prend pas, c'est qu'il les oublie. Il y a eu une période pendant quelques jours, il n'a pas voulu, il a plus voulu les prendre et puis on s'en est aperçu. Il a failli rechuter, donc on s'est aperçu Oui, il qu'il n'était pas bien, hein. n'était pas bien. Et Je les ai trouvés dans la poubelle par hasard. Et il m'a dit qu'il faisait un essai, une expérience. Là, on s'est fâché fort. Et, bon. alors, Il y a un ami médecin qui s'en est mêlé. Et, bon, ça n'a pas été plus long. au niveau de l'infirmière, on lui a proposé, enfin, Surtout on, pas. on lui a demandé
d'accepter qu'une Le passage infirmière, infirmier. le passage d'une infirmière ou d'un infirmier, et il a dit, ah non, surtout pas. Alors bon, on essaye petit à petit avec justement avec les associations qui l'aident qui l'aident dans la vie quotidienne à faire passer des messages, parce que lorsque nous on veut faire passer un message, il y a un mur qui devant nous, il veut absolument pas, il dit non. Donc, petit à petit. Oui, alors je cède ma place. Bien, monsieur. Moi, je voudrais d'abord vous dire merci pour votre témoignage. Et ma question, c'est, est-ce que vous êtes en lien avec d'autres couples qui vivent ce drame? Et comment ça se passe? Vous avez parlé de l'UNAFAM. Est-ce que vous y êtes encore? Oui, là? oui. Oui, Je connais un petit peu là. C'est vrai que possibilité, on peut parler, mais parce que ce que je trouve très éprouvant, c'est ces liens qu'il a avec vous qui sont quand même un peu orageux, quoi. Voilà. Et pour vous, parents, Ben, vous nous posez, on l'a dit, hein, on est en lien avec l'OCH, Oui. et là, on est avec des Oui. couples, oui, et c'est très aidant, hein. Des couples de notre âge qui ont des enfants avec la même pathologie, donc c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Et bon, on s'appelle souvent, on se rencontre, on a des liens par la maladie, et ça fait des liens amicaux aussi, Mhm. ça c'est important, hein. C'est sûr, il faut enfin, on peut pas vivre des choses comme ça tout seul, hein. Ouais. Et on a la chance d'être en couple, et parce que là aussi, pour le couple, c'est quand même, ça se coupe, quoi. Il Je faut. comprends, je comprends. Puis c'est tous les jours et C'est c'est tous tout les le temps. jours, et Et puis cette question que vous avez posée à la fin, et je me dis, et après, Et après, et après, il pose la question, si j'ose moi la poser. non, non, c'est non, quelque non, chose qui le panique, ça lui fait peur, quoi. ça lui fait peur. Mais je veux dire, il réalise un peu. Oui, oui, ben, bien sûr, hein, bien Oui, sûr, oui. par moment, oui. Oui, oui, des fois, il me dit un jour, je serai tout seul, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, alors, quand il me dit ça, alors bon, j'essaie de lui dire, tu sais, il y aura toujours quelqu'un pour toi. Merci. Il y a Jean qui, voilà, Jean, Tommy. Oui, ça y est. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour le témoignage. Moi, je voudrais aborder la question par un autre bout. Donc, je suis prêtre du Prado et dans l'équipe de Prado où je suis à Rennes, il y a deux collègues qui sont exorcistes et qui peuvent pas être là ce soir. Donc, je parle un peu pour eux. Et souvent, dans les réunions au Prado, ils nous parlent des personnes qu'ils rencontrent dans le cadre de l'exorcisme. Et ils sont souvent très embêtés parce que ils se demandent parfois où se trouve la question des gens, où se trouve leur problème. Est-ce que c'est un problème spirituel ou psychologique ou psychiatrique? Et ils ne savent pas comment répondre. Ils ne sont pas outillés personnellement, équipés pour ça. Eux, ils sont exorcistes, donc c'est une mission diocésaine donnée par l'évêque, mais ils ne sont pas chargés d'un suivi psychologique ou psychiatrique des gens. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une question, en tout cas c'est un état, c'est une situation que des prêtres rencontrent et ils ne savent pas trop comment faire. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle ou bien a une réponse à ça. Moi, ce que je pense en entendant cela, enfin, ce que je sais sur la ville de Lyon, c'est que les prêtres exorcistes sont en équipe avec des gens, avec des personnes qui sont vraiment informées du côté psychiatrique. Ah ben là aussi, oui, oui. C'est-à-dire que la partie exorcisme en tant que telle est très minime par rapport à toutes les conversations qu'il peut y avoir du domaine clinique. Hmm. Oui, oui, ils ont un psychiatre qui
qui fait une relecture avec eux. Mhm. Mais au quotidien, ça ne les aide pas assez, quoi, d'après ce qu'ils disent. Que le psychiatre, il les voit que pas souvent. Et ce sont des cas très très lourds et difficiles à interpréter, à comprendre. La question se pose, enfin, je ne suis pas du tout dans le circuit des exorcismes, mais j'en ai entendu parler plusieurs fois, et la question est celle-ci. Le lien, la distance, on ne peut pas éviter de dialoguer très concrètement, très professionnellement, je dirais. On ne peut pas écarter cette question clinique. Et là, dans ce que tu dis, il semblerait peu satisfait. Ils Oui, sont oui, parce qu'ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment se situer. Eux, ils veulent se situer comme exorcistes, bien entendu, mais ils sentent bien qu'il y a des besoins du côté psychiatrique ou psychologique. Et là, ben, ils sont pas compétents. Et dans le dialogue, le dialogue n'est pas un outil que l'on peut utiliser. Les gens sont trop malades pour comprendre, pour entrer, pour accepter d'aller voir quelqu'un, un médecin ou un psychiatre. Ils sont trop dans leur bulle, comme ils le disent souvent. Ils n'arrivent pas, ils ne les écoutent pas. Donc ils sont très embêtés avec ça. Alors, j'avais aussi une autre Enfin, question un peu dans le même ordre. Avant de poser ah, une Non, autre question, laisse parler. oui, je j'ai pas de réponse non plus, mais Non. je relis un petit peu ce dont vous parlez avec les hallucinations qu'a notre fils et dans ces crises et donc il a pu se prendre pour un chef d'orchestre, il a jamais été à côté de Dieu, mais il aurait pu, quoi. Enfin, donc, il leur arrive des tas d'idées qui sont absolument incroyables, et c'est justement leur maladie qui les fait penser à ça et qui les amène à créer un monde à côté. Mais sinon, je n'ai aucune réponse au Oui, mal, quoi. c'est déjà un signe de la pathologie, ça. C'est un signe de la C'est- Oui, Mais parfois, je pense qu'ils sont tellement mal, ils peuvent pas entendre tout à d'aller fait. voir un médecin. C'est ce qu'ils disent, oui. Oui, oui. Ils sont dans leur bulle. Ouais. alors, J'avais une autre- j'avais une deuxième. la deuxième question, Oui, c'est un peu dans le même ordre. C'était il y a quelques années, au diocèse de Rennes, j'ai suivi une formation pour être accompagnateur spirituel. Donc, et ensuite, j'ai accompagné des gens en paroisse, bon, d'accord. Mais l'équipe diocésaine de formation et d'accompagnement spirituel a, m'a demandé plusieurs fois de recevoir des gens qui venaient de Rennes, sans doute, je sais pas trop, pour que je les accompagne, mais des gens qui étaient en difficulté psychologique ou psychiatrique. Et là, je sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai dit non, que je me sentais pas compétent, capable, outillé pour accompagner spirituellement des gens qui étaient en maladie psychique. Donc je ne l'ai pas fait parce que je ne voyais pas comment faire. Je sais pas si d'autres prêtres à Lyon sont dans ce cas-là, dans ceux qui sont là, je ne sais rien. Mais c'est C'est certainement honnête de Bienvenue, répondre va comme te ça. répondre. Oui, par rapport à la première question, Jean-Yves, oui, moi c'est bienvenu, je suis aumônier au centre Vinatier, l'hôpital psychiatrique de Vinatier. oui, Donc par rapport à ta première question, je l'entends bien. Et moi, me situant dans ce domaine, c'est des demandes aussi que j'ai de la part des patients, et pour la plupart schizophrènes. J'entends des voix. Les hallucinations. Oui. Et souvent, ils veulent être libérés. Ils disent, est-ce que tu peux pas faire une prière pour moi pour que je n'entende plus ces voix? mhm, J'ai changé il n'y a pas très longtemps avec un jeune schizophrène et lui, il est toujours attiré par les films d'horreur. Il me dit, ben, j'étais allé voir un film sur les zombies. Moi, je dis, bah, c'est pas, est-ce que ce genre de film peut vraiment t'aider par rapport à ta pathologie?
Donc, on a aussi ce demande-là, être exorcisé. J'entends des voix, c'est des démons, je ne suis pas seul. Et moi, dans ce milieu-là, je ne me vois même pas leur dire, allez voir un exorciste. Ils savent que je suis prêtre, je peux le faire. Je dis, mais c'est pas ma mission. Vous êtes dans cet établissement pour suivre des soins. Vous avez des médecins, vous avez des infirmiers. Ça fait partie déjà des soins. Et donc, je pense pas que ce soit ma place. Enfin, Ça relève pas de voilà, l'exorcisme. ça relève vraiment pas de l'exorcisme. Je pense qu'il y a un traitement à suivre. Et s'ils sont hospitalisés, c'est que sauf que, ça a ne déjà se- été diagnostiqué. sauf que ces personnes-là viennent voir l'exorciste par eux-mêmes. Eh oui. C'est pas un médecin qui les envoie, c'est pas, ils Eh viennent oui. d'eux-mêmes et ils ne veulent pas aller voir de Les médecin. médecins, ouais, c'est ça. Eh oui. Donc c'est par l'autre bout, en fait. Bon, après, je dirais aussi qu'il y a, bon, pour mon cas, c'est sortir aussi du sentiment de toute puissance. Ah ben Penser que oui. je peux tout faire, penser que Ah ben oui. je peux donner des solutions à tout, non? Non, c'est Je sûr. reste aussi dans mon cadre pour dire, ben, je suis aumônier, c'est pas, Voilà. je suis pas là comme exorciste, mais c'est C'est ce plutôt qu'ils font, une les partie prêtres, là. liturgique. Ils prient avec les gens qui viennent les voir. Ils font la prière de délivrance avec eux, s'ils veulent. Et souvent, ça apporte beaucoup d'apaisement, d'ailleurs, aux personnes. Oui, je le sais, puisque dans notre chapelle, par exemple, on a beaucoup de gens qui veulent toujours aller se confier à la Vierge, déposer un lumignon. On sent tel ce côté maternel ou d'une mère. Mais je crois que l'écoute aussi est capable de pouvoir apaiser les gens. Et je crois que c'est dans ce sens que j'ai aussi ma place. Écouter, mais j'entends ce que vous dites. Voilà. Voilà, je pense il y a beaucoup de postures qui peuvent aider à apaiser les gens, notamment l'écoute. Mais la tentation, c'est s'enfermer dans un sentiment de toute puissance, qu'on peut tout guérir, qu'on peut. Ah ben, c'est plutôt l'inverse, là. Ils se sentent impuissants complètement, les prêtres. Oh, il y en a qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Ah Il oui. y en a Ben, qui pensent. les deux prêtres du Prado, là, eux, ils me disent qu'ils sont plutôt impuissants. Ils ne savent pas comment orienter les gens vers un médecin, ils n'entendent pas ça. Ils ne l'entendent pas. Voilà. Merci. Si, Oui, cette question mérite un laboratoire, mérite, je dirais, un séminaire, mérite d'être étudié, d'être vraiment pris en compte. Et comment, dans le dialogue, arriver à faire comprendre que l'exorcisme ne sera pas immédiatement avec un bon résultat. Voilà. Et je pense, enfin, je suis pas du tout dans cette situation. J'en ai rencontré quelques-uns quand même, notamment pendant que je travaillais dans le Vieux-Lyon. Enfin, petite parenthèse, tenant une galerie de peinture dans le Vieux-Lyon, quartier touristique, j'avais beaucoup de passages, dont des gens qui étaient marqués. Ben, avec le dialogue, on arrivait à quelque chose quand même. Et il y en a un que je rencontre toujours, qui vient me voir maintenant au Prado, à la chapelle. Et je crois qu'on arrive à dialoguer, à dire il n'y a pas de réponse immédiate avec une prière exorcisante, Hmm. mais quand même faire confiance aux ordres. Alors on me dit qu'il y a trois il y a questions, trois questions, mais j'ai peur qui en voulaient une soit partie. qu'elles soient parties. De part, est-ce qu'il a un. Non, il s'y refuse totalement. Non, tout ce qui le sort de la norme, c'est non. Et on lui a proposé, hein, ça a été proposé au binatier. Non.
On lui a, on lui a proposé, donc il existe aussi des pères aidants, donc des gens qui ont la maladie mais qui ont un peu plus de recul. Et il y en avait un qui lui avait proposé d'aller faire de la randonnée avec lui. Pas question. Pas question. Alors, je reprends la parole, vous m'excuserez. Tout à l'heure, je disais qu'on y allait avec le dialogue. Maintenant, je vais me contredire. Oui. Parce que plusieurs fois, j'ai discuté à l'issue d'une Eucharistie avec le groupe jeune, puis je me suis aperçu que c'était non. Oui. Maintenant, La posé comme personne et Oui. le Zoom. le Zoom. Avez-vous un groupe également Guy, on t'entend pas. qui est posée? Je vais mettre en face. La question qui est posée, c'est avez-vous un groupe de parole? Est-ce qu'il y en a un également pour décharger ailleurs que dans le foyer familial avec ses pères? Voilà, est-ce que Bah oui, c'est l'OCH. l'OCH, hein. C'est vraiment le lieu? Ah oui, oui. Là, il n'y a Alors- pas de, il y a pas de fil, quoi. On Bon, peut parler. il y a eu aussi la formation, Oui, toutes les formations. toutes les qu'on a formations en faites. vinatier, avec la longue durée, on pouvait revenir. On avait des formations, mais aussi on avait des discussions sur ce qu'on faisait avec notre proche. Et bien sûr mais c'était dans un temps délimité. Alors que l'OCH, on se revoit périodiquement. Alors, faut venir. Là, ici, il faut venir la prendre. Une question de la salle. Vous prenez ma chaise. Voilà, voilà. Non, c'est pour que les gens qui sont pour que les gens qui sont derrière leur ordinateur entendent, parce que le son, il est pris sur cet appareil là qui est en face de nous et qui a 4 micros, qui permet bien de. Et si on est placé à côté, on ne m'entend pas. visualise aussi. Et on Et on visualise aussi. visualise. Après, on nous voit. le Voilà. visage. Allez-y. Il y a Thérèse qui. Voilà. J'ai connu un jeune comme ça. C'était notre voisin. Il avait, sa maladie de découverte quand il Est-ce que vous parlez assez fort? Peut-être Plus qu'il fort, faudrait quand même. parler plus fort. Faut parler. Et c'est vrai que Voilà. il y avait un couple, ce garçon, il avait un papa et une maman. Et le papa, c'était un alcoolique. On ne pouvait pas compter sur lui. Donc, c'était sur la maman. Et elle, une grande chrétienne, elle disait, mais il est possédé, mon enfant, il est possédé. Il faut demander, il faut demander. Et c'est vrai qu'ils sont. Et c'était par moments, il y avait des moments, c'est pas les moments toujours, des moments normaux, et d'autres fois, il est. C'est ça la maladie. Oui. Oui, on se rend compte, il y a des moments, normaux, mais on se dit quand même C'est fragile. que c'est fragile on est très, on se rend compte qu'il n'y a pas de dialogue possible. Enfin, avec notre fils, on ne peut pas avoir une discussion. Et il ne sait pas écouter nos réponses, il ne sait pas poser des questions. Et il raconte quelque chose et c'est terminé. Il n'y a pas de. On l'a dit, hein, Il n'y a pas de dialogue possible. Et c'est très douloureux, ça. quand on vous dit à la fin, comme n'importe quel parent lambda qui discute avec son enfant et qu'il y a un retour, nous, il n'y a pas de retour.
pas, même il s'intéresse à, enfin, il s'intéresse à rien, c'est pas le mot, mais non, on peut pas discuter. Il n'y a pas d'aller-retour dans la discussion. Il peut il peut raconter pendant une demi-heure ce qu'il fait au travail ou de la musique, tout ce qu'il a appris sur un concert, sur je sais pas quoi, sur un concerto, qui est-ce qu'il l'interprète et tout ça. Mais si on lui pose une question, bon, il y a pas d'aller-retour, quoi. Mais il vibre quand Ah, bah, il tout fait de à la fait. musique. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Oui, oui, il peut se prendre, Ah oui, il peut se prendre pour un grand chef d'orchestre, je crois, ça lui est hein. arrivé. Ça lui est arrivé, oui. Non, non, mais Au lieu d'exorcisme, il faudrait des saints. oui. Comme Padre Pio. Alors malheureusement, il n'est plus là. Ou le curé d'Ars. Ouais. Alors, il y a ce qu'on disait, il y a des maladies, par exemple, les bipolaires, La médecine fait beaucoup. on discutait on sentait que les bipolaires avaient des périodes avec et des périodes sans, mais avec notre fils, enfin, avec la schizophrénie, ils ont une souffrance continuelle. C'est le chaos dans leur C'est- tête. Pour moi, c'est le chaos. C'est là où je vais faire, excusez l'expression, l'avocat du diable, pour être dans le créneau des exorcismes. Quand je partage le repas avec vous tous, eh bien, j'ai pas ce sentiment. Oui, mais Michel, puis nous raconter, quand tu lui demandes à la sortie de la messe pourquoi il dit, quand Ah, il là, fait une il- lecture, pourquoi lui il dit, là où il faut dire parole du Seigneur, lui il dit parole de Dieu. Oui, Bon, tu lui as demandé je pourquoi lui ai il dit ça. demandé pourquoi et Il en- c'est clair que c'est non. Ah ben, Il tu vois. il peut pas. Non, mais enfin, je me suis permis de prendre la parole pour montrer finalement la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui vient de temps en temps et la permanence de la communication. Je voudrais poser une question. Oui. Oui, Oui, je suis vraiment étonnée, surprise qu'il, On peut, si j'ai bien compris, il a un travail depuis, je sais plus, 2 ans, à mi-temps. Oui. C'est quel genre de travail? Eh bien, Bureau d'études. il travaille dans un bureau d'études. On lui fait modifier Non, des. Oui, il a un BTS. il a un BTS, il fait de la il fait robinetterie. oui, de la robinetterie La tuyauterie. sur ordinateur, voilà. Il fait des modifications de plans sur ordinateur et C'est sûr qu'il m'a expliqué une fois, je lui ai posé la question pour savoir quel est le type de travail sur ordinateur. Il m'a expliqué, mais j'ai rien compris parce que je ne connais rien au robinet. Mais c'était très précis dans la description de son travail sur l'ordinateur. C'est extraordinaire. Il est loin d'être bête, hein. Oui. C'est Il est même- extraordinaire. il a- Et il a un employeur Ah oui, alors ça, oui, dans cette entreprise, on le sait par son éducatrice de l'ADAPT, c'est vraiment une entreprise qui fait tout pour inclure le handicap. Et on sait que son tuteur sur place est vraiment quelqu'un de très bienveillant et qui n'acceptera jamais qu'on se moque de lui ou qu'on... Enfin, il est vraiment, il le met en valeur. L'éducatrice m'a même dit, je vous parle pas de connivence, mais presque, quoi. Et je sais que premier Noël où il était là-bas, qu'il est revenu avec le cadeau que tout le monde a eu, c'était un coffret de bonnes choses du Sud-Ouest. Et il est rentré, il était fier comme Artaban, en me disant, bah, j'ai eu ça comme tout le monde. Et c'était émouvant, quoi, de voir son... et il a des collègues de travail. Il a des collègues, oui, dont il parle peu. Mais Alors, on a l'impression qu'il travaille avec eux, mais que, étant donné qu'il est à mi-temps, il ne passe jamais de repas avec eux, et donc le dialogue est très limité. en même temps, c'est bien parce que quand il y a eu des moqueries dans le passé,
C'était toujours dans les heures de repas, les Des heures repas, ouais, oui. où ça se passait, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Et d'autre part, oui, vous dites extraordinaire. Dans tous les groupes dans tous les groupes auxquels on appartient, euh, il est le seul à travailler En milieu en ordinaire. milieu ordinaire. Il y en a certains En ESAT. qui sont en ESAT. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Lui, il est le seul à travailler en milieu ordinaire. Alors, on peut dire aussi que, sans nous flatter, qu'on y est un petit peu pour quelque chose. Par exemple, On l'a porté, hein. on disait que le matin, lorsqu'il travaille le matin, eh ben, on est là pour le réveiller et puis pour qu'il soit présentable. Bon, lorsqu'il travaille l'après-midi, il le fait tout seul, mais voilà. Donc, c'est un petit peu, on l'aide à ce qu'il Oui, soit, tous les qu'il soit matins, même quand présentable. il est chez lui, on l'appelle. Est-ce que tu as pensé à tes cachets? D'autres questions? Qui veut prendre la parole? Qui veut prendre ma chaise et à l'extérieur? Je Est-ce peux? qu'il y a- Moi, je suis en Belgique et je suis contente de vous entendre parler parce que dans une ancienne vie, j'étais infirmière à domicile et par la force des choses, j'ai dû accompagner beaucoup de gens qui étaient en situation psychiatrique. Et le problème des médicaments est quelque chose de vraiment très compliqué à gérer. Effectivement, en Belgique, on fait la même technique qu'en France, qui est à partir de la majorité, on s'adresse au patient directement, même s'il n'est pas capable de prendre ses décisions. Et je dois dire que moi, comme infirmière, c'est très, comment est-ce que on est impuissant devant cette maladie et tout doit pouvoir se passer. En tout cas, j'ai toujours essayé d'abord prendre le temps parce que les gens on est dans une société qui va vite, vite, vite et il faut faire les soins chez nous, on les fait en étant payé à l'acte. Mais prendre le temps avec le patient et être vraiment le lien entre lui et la famille et l'hôpital psychiatrique. Et c'est très frustrant parce que 9 fois sur 10, on n'a pas vraiment de résultats. Mais en même temps, en tout cas, de mon point de vue, les gens, ils sont malades et ils ont besoin qu'on leur donne de l'attention et de l'amitié, de l'amour, et qu'ils se sentent aimés et qu'on leur fait confiance. Et j'ai parfois obtenu des résultats très positifs. Maintenant, après, à côté, je suis pas là tous les jours pour leur donner, je passe tous les jours pour préparer les médicaments de la journée et puis encourager. Après, c'est limité. J'ai travaillé dans un milieu différent dans la mesure que c'est une population beaucoup étrangère et où la communication en français n'est pas nécessairement très aisée. Une difficulté de plus. Voilà. Oui, Merci bien, oui. oui, sans répondre à ce que vous dites, mais lorsqu'on parle du psychiatre qui ne nous écoute jamais, il y a beaucoup de choses, c'est souvent dû parce qu'il a énormément, il nous l'a dit, il a énormément de patients. La psychiatrie en France, elle est délaissée parce qu'il n'y a pas assez de psychiatres, il n'y a pas assez de personnel, et donc les gens n'ont pas assez de temps pour passer avec les malades. Et c'est un gros problème. Et en Belgique, c'est pareil. Mais le problème, c'est aussi une question de choix du soignant, Ouais. en partie. Ouais. Je pense. Pour avoir été soignante, je pense qu'il y a une partie de choix qui joue dans l'accompagnement des personnes. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Qui est-ce qui veut? Parce que je vois que l'heure avance quand même et que on va pas passer la nuit ici. Mais il faut pas se sentir obligé de m'écouter. Si vous avez envie de dire encore quelque chose, même si c'est pas une question,
on n'est pas obligé de questionner, on peut donner un avis. Yves, Donc, tu viens de, voilà. je précise qu'Yves le connaît aussi. Oui, oui. Sûrement une des choses difficiles, donc à la paroisse, il a fait partie d'un groupe de jeunes. Donc, voilà, il était à l'aise et tout. Mais les jeunes de son âge, ils prennent de l'âge. Et donc, ils se dispersent. Ils sont en couple, pour certains, où ça se disperse un peu partout. Donc, c'est un tissu de relation qui s'effiloche. Comme ça, Ouais. voilà. Et c'est pas simple pour lui. Heureusement qu'effectivement, il a ceux de l'orchestre. Oui. Ouais. Voilà, c'est tout. Et est-ce que toi, tu le ressens comme Michel? Pas forcément, parce que peut-être que je le connais depuis plus longtemps. Ouais, Et puis, moi, je n'ai pas tout en tête. J'ai mal en lien avec le quartier, tu l'as dit? Ben, Oui. j'étais prêtre de la paroisse c'est pour ça qu'il le dont connaît. Monique et Jean-Marc font partie. Et leur fils, la première année que je suis arrivé, j'ai proposé pendant l'Avent aux gens de se retrouver en groupe pour partager un évangile. Et votre fils, avec 2 ou 3 autres jeunes, il n'y a que des garçons, ont fait un groupe. Voilà. Et mon ils m'ont dit, est-ce qu'on a le droit de continuer après Noël? Alors, bien sûr, mais ils sont passés de 3 à 10. Et le dimanche avec moi, tout ça. Et c'est une période où ça allait plutôt bien, assez bien comme ça. Oui. J'ai bien senti le moment où vous avez évoqué que c'était moins bien, puisque à la maison, je le trouvais souriant, enfin parlant, et il y a une période où, même quand j'étais là, il ne souriait pas, hein. Enfin, c'était clair, il était assez, voilà, et comme plusieurs fois, c'est moi qui le ramenais chez lui Après le repas. après le repas. Il y a une période où il parlait, voilà, il était pas, voilà. Et à nouveau, une période mieux, notamment. Oui. Mais je l'ai vu il y a une période, quoi. Oui. Dans le groupe de jeunes en question dont tu parles, j'ai eu une fois la conversation et j'ai eu ce témoignage que assez souvent tu l'invitais, vous mangez des pizzas ensemble. Ah oui. Bref, il y avait une relation. Oui. La cuisine faite par Monique. Mais ce groupe, d'une part, a beaucoup changé, ce qui est logique, parce qu'il a 32 ans. Ceux qui faisaient partie du groupe, c'est en gros le même âge, à quelque chose près, plus jeune, plus âgé. Bah, cet âge-là, il y en a qui sont en couple, voire plus, et puis tout et tout, quoi. Donc, c'est pas facile pour lui de. Voilà. Et le groupe actuel. Continue les pizzas. Et le groupe actuel, non, mais moi, je n'y suis plus là-bas. Première chose. Et puis le groupe actuel, je ne le connais pas, je ne le connais plus maintenant. Non, mais puis ils se réunissent en soirée, donc pour lui, c'est fatigant. Oui, tu m'avais dit ça, oui. C'est pas du tout le même profil. Non, c'est pas du tout le même Là, ils se réunissaient le dimanche après la messe pour ceux qui venaient à la messe, pour la plupart, je dirais. Et puis on mangeait ensemble et on restait facilement jusqu'à quelle heure? 15-16 heures, quoi, voilà. Lui-même était assez actif, acteur, comme les autres. Une fois, il nous a fait réfléchir sur les pères de l'Église, aidé par son oncle, par son parrain, qui est prêtre à Lille. Non, mais il était investi, quoi, c'est clair. En même temps, il avait bien dit une fois qu'il avait, je ne sais plus le mot qu'il a employé, donc je ne veux pas rien, mais qu'il avait un problème, mais je ne sais plus le mot qu'il avait dit. Entre autres, le mot lenteur, qui était plus lent que les autres, etc. Alors, il me disait le samedi soir, maman, demain, on mange avec la paroisse, tu peux faire à 8 heures du soir. Je disais, ah bon, d'accord. Saucisse aux lentilles. Saucisse aux lentilles. Je pense qu'on va s'arrêter, s'interrompre. Une invitation à entretenir entre nous, à lire de nouveau l'Évangile, à faire en sorte que cet Évangile, par nos yeux, regarde le monde. Bon, c'est comme ça que l'on peut traduire notre rencontre. Et je vous remercie d'avoir accepté. C'est
une invitation pour nous qui avons écouté, à être attentifs, pas pour nous, je dirais au moins pour moi, à être attentifs alors on est incompétent, on ne l'est pas, on n'est pas dans le bain. Je me permets de lire l'information, c'est pour le mois de janvier, le 23 janvier, des mines de Bolivie au Grand Genève. Je lis, fidèle à son désir de partager la vie des plus pauvres, Pierre Marmillou part en Bolivie en 1983 en tant que prêtre fidei donum, et c'est Françoise Estival et Maurice Cusin, que je ne connais pas, mais que Guy, tu connais, Voilà, qui sont des amis et qui vont et qui ont écrit un livre sur le parcours de Pierre Marmillou. Pierre est décédé dans la deuxième vague du Covid. Il est même décédé en Bretagne. La région, il était de Haute-Savoie. La région était tellement touchée par le Covid qu'il a été transporté en Bretagne et il est décédé à Rennes, presque seul dans l'hôpital. Et donc, ceux et celles qui l'ont connu, autant en Haute-Savoie, autant en Bolivie, voilà, Françoise a écrit un livre sur Pierre Marmillou. Pour les Pradosiens, peut-être un peu plus âgés, Pierre est une belle figure de ces prêtres fidei donum que le monseigneur Ancel a envoyé aux quatre coins du monde pour rejoindre les plus pauvres et puis aussi permettre de faire découvrir aussi le charisme du Prado. Donc, ça sera une belle soirée en perspective. Voilà. Et puis, on essaiera de penser à faire venir un certain nombre des ouvrages. Alors, peut-être que Françoise viendra en visioconférence ou elle viendra avec Dominique Cousin. Non, c'est pas Dominique Cousin. Dominique, c'est un autre pradosien avec Maurice Cousin. Voilà. Voilà. Donc, pour terminer cette soirée, nous vous remercions encore d'être venus. Merci d'être venu à vous aussi. et on voudrait vous offrir très humblement une petite vie d'Antoine Antoine Chevrier, le livre de Monseigneur Olivier de Béranger. Dis-nous ton secret, Antoine. Et puis, on a fait un petit recueil, voilà, des prières à l'Esprit Saint avec des très belles photos. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Merci pour votre partage.